Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Académie géopolitique de Paris, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le recteur, mon colonel, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je tenais avant tout à vous remercier pour votre invitation et de participer à ces échanges dans le cadre de l'Académie géopolitique de Paris, et j'en suis très honoré et très heureux. Les relations entre la France et l'Amérique latine reposent sur des liens historiques, culturels, politiques, économiques et migratoires très anciens. La mise en exergue de cette même communauté de valeurs et une civilisation en partage, dans leur diversité et dans leur spécificité, s'identifier à cet extrême Occident défini par Alain Rouquier, président de la Maison de l'Amérique latine, universitaire réputé et ancien ambassadeur de France au Mexique, au Salvador, et ancien directeur des Amériques et des Caraïbes au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La France a toujours eu un intérêt particulier pour cette région. Avant d'être politique, économique, affectif, c'était d'abord un intérêt territorial, une volonté de puissance et de conquête dans une logique de rivalité avec les autres couronnes d'Europe. La France de l'Ancien Régime, en particulier les rois François Ier et Henri IV, avait très mal accepté l'idée d'avoir été écartée par le célèbre traité de Tordesillas, 1494, entre l'Espagne et le Portugal qui se partageaient le Nouveau Monde dans le sillage de la rencontre des deux mondes après les voyages de Christophe Colomb en 1492. Malgré diverses tentatives de reconquête d'équipes de corsaires mercenaires envoyés par le roi de France, comme la France antarctique, qui a été une éphémère colonie française qui occupa la baie de Rio de Janeiro de 1555 à 1560, la France équinoxiale, qui a été le nom donné au projet de colonisation conduite par la France au XVIIe siècle en Amérique du Sud. Presque 3 siècles plus tard, Napoléon III, sous Napoléon III, l'expédition militaire française au Mexique de 1861 à 1867, qui visait à établir au Mexique un empire mexicain sous influence française, catholique et latin, pour faire barrage à l'expansion des États-Unis en Amérique centrale, anglo-saxon et protestant, et ça s'est terminé par une défaite française spectaculaire. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, beaucoup d'Européens, dont un grand nombre de Français, se sont installés en Amérique latine. Fuyant les guerres qui ravageaient l'Europe, la misère, les épidémies, les ravages du phylloxéra qui eut une importance économique et sociale dramatique sur la viticulture française et européenne. Les flux migratoires massifs à cette époque ont structuré les communautés de peuplement et à l'origine du développement économique de beaucoup de ces pays. Cette première mondialisation, entre guillemets, est le fruit des échanges entre les hommes des milliers de Français, Basques, Corses, Aveyronnais, Barcelonnettes, qui traversèrent l'Atlantique pour s'installer au Mexique, en Argentine, au Brésil, au Chili et au Venezuela, bien sûr, mais aussi tous ces artistes et intellectuels latino-américains qui, de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 1990, vinrent s'installer à Paris, souvent des réfugiés politiques fuyant les régimes militaires. L'ultime patrie d'un latino-américain, c'est la France, disait Carlos Fuentes, le célèbre écrivain et diplomate mexicain. Et il y aurait beaucoup à dire, à titre d'exemple, sur les liens entre les Corses, et notamment du Cap Corse, avec l'Amérique du Sud et particulièrement au Venezuela, qui sont partis chercher fortune au début du XIXe siècle. On pourrait rappeler le rôle joué par la communauté corse à Ciudad Bolívar, capitale de l'État de Bolívar, anciennement province de Guyana. Les premières chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger se sont constituées en Amérique latine, et notamment en Argentine et au Brésil,
à Rio, et la doyenne mondiale du réseau des chambres de commerce et d'industrie françaises au monde a été créée en 1886 en Uruguay. Dans l'agriculture, dans cette industrie embryonnaire, dans les infrastructures, et notamment les chemins de fer, beaucoup de Français ont été des pionniers et ont largement contribué au développement économique de ces pays. Les élites latino-américaines, souvent francophones, francophiles, ont été influencées par les idéaux des Lumières et de la Révolution française, qui ont été des sources d'inspiration pour les indépendances américaines de la région, et les premières constitutions adoptées par plusieurs pays de la région sont inspirées et aussi du Code civil français. N'oublions pas non plus le rôle des soldats et généraux de Napoléon dans les Amériques. Certains ont rejoint les États-Unis ou se sont établis autour du golfe du Mexique et dans les Caraïbes dès le début des années 1800. La plupart d'entre eux n'ont toutefois rallié le continent américain qu'après la chute de l'Empire en 1815, ils espéraient secrètement libérer l'empereur retenu prisonnier à Sainte-Hélène. Surpris par sa mort en 1821, ils vont s'engager dans la lutte pour l'indépendance des colonies espagnoles d'Amérique et du Brésil. Nombreux seront ceux qui s'établiront dans les pays d'adoption pour lesquels ils sont battus. Les indépendantistes sont inspirés par la Révolution française. Les libéraux aspirent à une société progressiste et laïque. Favorables à la liberté des échanges, ils militent pour un régime républicain, dans le cadre d'un système fédéral laissant une large autonomie aux provinces. Ils feront généralement appel aux vétérans français pour l'encadrement des armées nationales. Et comment ne pas citer le rôle et rappeler la personnalité exceptionnelle de Francisco de Miranda, qui est considéré comme l'un des pères du mouvement indépendantiste. Ce Vénézuélien, parlant plusieurs langues dont le français, général français de la Révolution, est le seul latino-américain qui ait son nom gravé sous l'Arc de Triomphe, en souvenir de sa bravoure à la bataille de Valmy, le 20 septembre 1792, à Fleurus et à Jemmapes. On le baptisera le précurseur des indépendances latines, aux 1000 vies brûlées de passion et à la gloire historique éclipsée par celle de son cadet, complice puis rival, Simon Bolivar. Miranda, cavalier émérite et infatigable voyageur, aura conduit son existence à bride abattue, avec un entrain romanesque au service d'une âme foisonnante. À la fois idéaliste et homme d'action, organisateur et aventurier, proscrit et courtisan, impatient et visionnaire, baroudeur et intellectuel, sa bibliothèque personnelle, qui regroupa jusqu'à 6000 livres, l'accompagnait partout. Il avait le plus beau carnet d'adresses de son époque, comptant parmi ses amis George Washington, Frédéric de Prusse, l'empereur Joseph II à Vienne, le roi Gustave III à Stockholm, et surtout à Kiev et à Moscou, la grande Catherine qui le protège, lui donne un passeport et un uniforme russe. Partout, Miranda séduit et il donne un passeport et un uniforme de colonel russe. Partout, Miranda séduit par son charme, son éloquence et sa culture. Après 3 ans à Londres, il offre ses services à la Révolution française. Après Valmy, il noue une amitié avec Bonaparte, qui dira de lui « C'est un Don Quichotte qui n'est pas fou, il a du feu sacré dans l'âme ». En 1810, Bolivar, jeune émissaire de la junte républicaine au pouvoir à Caracas, se rend à Londres où il convainc Miranda de rentrer au pays. À 61 ans, ce dernier assiste à la proclamation de l'indépendance du Venezuela. Mais la Première République ne vivra qu'1 an.
en juillet 1812, un terrible tremblement de terre et le mauvais présage d'un retour en force des royalistes qui occupent Caracas. Miranda est contraint de conclure un armistice lors d'un épisode dramatique et mal élucidé. Bolivar fait arrêter son mentor, l'accuse de trahison et le livre à l'ennemi. Miranda croupira dans le donjon d'une prison de Cadix. En 1816, malade du scorbut et frappé par une congestion cérébrale, il aura l'élégance révolutionnaire de mourir le 14 juillet. Au-delà de ses souvenirs historiques, ses relations franco-latino-américaines ont été enrichies de multiples influences mutuelles, juridiques, scientifiques, universitaires, économiques et culturelles. La langue française a longtemps bénéficié d'un statut privilégié et dans plusieurs pays de la région. Le 14 juillet était un jour férié. C'est en Amérique latine que se sont créés les premiers comités de l'Alliance française. Et c'est loin et de loin le continent hors Europe qui compte le plus grand nombre d'alliances françaises. La seule Argentine en compte 88. Fernand Braudel et Claude Lévi-Strauss ont contribué à la création de l'Université de São Paulo au Brésil dans les années 30. On retiendra aussi les voyages historiques de Clémenceau, de Jean Jaurès en 1911, et ceux du général de Gaulle lors de 2 voyages célèbres en 1964, en mars au Mexique, dans la célèbre Marchamos la mano en la mano, puis dans 10 pays d'Amérique du Sud, en octobre 64, dont 3 semaines, dont un passage par le Venezuela, où il avait été reçu par un accueil chaleureux avec beaucoup de ferveur populaire. Dans ce public, il y avait Hector Mourica, intellectuel, universitaire, homme politique, qui portait sur ses épaules un petit garçon, Michel Mourica, qui quelques décennies plus tard deviendra ambassadeur de la République bolivarienne au Venezuela. De Gaulle n'avait jamais oublié que sur les 400 comités de la France libre qui s'étaient constitués dès décembre 1941, 300 avaient été créés en Amérique latine. D'où son célèbre discours en 1944 destiné au peuple de la région, et les unes de presse latino-américaines au moment de la libération de Paris en témoignent. D'ailleurs, lors de la semaine de l'Amérique latine en France, qui auront lieu fin mai, début juin, il y aura une exposition spéciale organisée par un ancien ambassadeur de France, Mendelssohn, qui mettra en exergue, à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de Paris, les unes latino-américaines qui reflètent toute la ferveur populaire à l'époque, au moment de la libération de Paris. En octobre 64, De Gaulle avait compris que la France ne portait pas seulement les valeurs d'un pays occidental, que ce n'était pas seulement le pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais c'était aussi, la France, un pays européen. Et il avait pris soin de prévenir en amont ses partenaires européens et expliqua le sens de son voyage, d'où cette lettre au chancelier Adenauer. Je cite, « Je rentre de mon voyage en Amérique du Sud », dans cette lettre donc à Konrad Adenauer en octobre 64, « Je rentre de mon voyage en Amérique du Sud, convaincu qu'il appartient à l'Europe de jouer un grand rôle sur ce continent auquel elle est attachée par tant d'intérêts, d'amitié et de tradition. » Et De Gaulle ajoute, « Dévouement à la liberté et respect des autres peuples, telles sont en particulier nos caractéristiques communes. » Lors de cette grande tournée qu'il a faite en 1964, où il avait réaffirmé les grands principes de la diplomatie française concernant la région. Les grands principes, donc, concernant la région, d'une part, le respect de l'indépendance nationale, la non-ingérence dans les affaires intérieures de pays souverains, le refus de la double hégémonie nord-américaine et soviétique en période de guerre froide, et surtout de chercher une troisième voie entre les grandes puissances.
De Gaulle avait compris aussi que la France et la voix de la France ne devaient pas seulement être celle d'un pays occidental, mais que la France devait tenir un discours universel et s'adressant à tous les autres peuples du monde. Le célèbre discours de Phnom Penh en septembre 1966 s'inscrira dans cette lignée, dans une logique similaire à celle des pays du mouvement des pays non alignés. La France de 1964 n'est plus de celle de 2024. Aujourd'hui, quelle perspective? Au niveau bilatéral, au-delà du partenariat stratégique qui a été récemment réaffirmé lors de la première visite du président de la République française en Amérique latine, la première depuis 7 ans, au Brésil donc la semaine dernière, la volonté politique de développer des liens avec d'autres pays de la région n'est pas forcément évidente. En d'autres termes, l'Amérique latine n'est hélas plus la priorité de la diplomatie française. C'est dommage car le dispositif français est de bonne qualité et nos relations dans le domaine économique, culturel, scientifique, universitaire restent denses et très vivaces. Le rôle de l'AFD, qui joue un rôle très important dans la région, les alliances françaises, le réseau des conseillers du commerce extérieur de la France, des chambres de commerce bilatérales, notre réseau diplomatique est souvent de bon niveau, d'une manière générale, même s'il y a parfois des exceptions. Les instituts de recherche français, comme le Centre national de recherche scientifique, CNRS, l'Institut Pasteur, sont très actifs. Nos universités sont disposées à accueillir un nombre croissant d'étudiants latino-américains en France. Grâce au développement croisé des échanges universitaires, la mise en place de doubles diplômes, ces jeunes peuvent aujourd'hui poursuivre leur cursus dans 2 pays et se voient ainsi ouvrir les portes de l'Europe. Dans le domaine économique, la France est aujourd'hui parmi les premiers investisseurs en Amérique latine. Et nos grands groupes ont mis en œuvre d'ambitieux projets de développement, des partenariats technologiques. La plupart des groupes 40 sont présents en Amérique latine, surtout au Brésil, et les entreprises françaises ont participé massivement au cours de la décennie des années 90 aux grandes vagues de privatisation en Amérique latine. Plusieurs opportunités dans le domaine de l'aéronautique, des transports, de l'énergie, des infrastructures, métro, tramway, créneaux dans le domaine de la ville durable, ville intelligente. Mais le contexte est fortement concurrentiel. Renouveau de la concurrence espagnole, concurrence asiatique et chinoise notamment, on le voit dans les appels d'offres, concurrence aussi brésilienne dans le domaine du BTP. Sur les problématiques telles que l'environnement, par exemple, lutte contre le changement climatique, nous avons des enjeux communs. La préparation de la COP 30 en 2025 en Amazonie. Les enjeux liés à nos départements français des Amériques, puisque la France a une position centrale dans ce dispositif. Prévention et gestion des risques naturels, de sécurité et un certain nombre de sujets. Le système interaméricain de justice d'appui à la gouvernance et un statut d'observateur auprès de l'OEA. Bref, d'autres chantiers sur lesquels la France a un certain nombre d'atouts à faire valoir. La France inscrit aussi son action dans le cadre de la relation entre l'Amérique latine et l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Europe est le premier bailleur, le premier investisseur et le deuxième partenaire commercial de l'Amérique latine. Mais, et pour conclure, je dirais qu'il y a une vocation pour la France de jouer un rôle majeur en Amérique latine et dans les Caraïbes. Compte tenu de son rôle historique dans la région, son immense potentiel dans tous les domaines, les attentes de cette région, le rôle que les 2 continents, la France et l'Amérique latine, pourraient jouer un rôle majeur sur la scène multilatérale, dans les enjeux multilatéraux où il y a tant à faire, et la voix que la France pourrait porter avec force, conviction et volonté politique dans le concert des nations. Je vous remercie.